Les roues du fauteuil roulant grinçaient sur le chemin pavé du Boston Memorial Hospital. Camille Moreau, dans son tailleur impeccable, restait impuissante tandis que le fauteuil de Léa se coinçait entre deux pavés. Le regard vide de la fillette de 8 ans reflétait le ciel couvert. « On a tout essayé », avait murmuré le médecin à Camille ce matin-là. La blessure à la colonne vertébrale est trop grave. Juste au moment où la pluie commençait à tomber, une grande silhouette apparut soudainement derrière eux, un homme aux cheveux légèrement longs, portant un simple t-shirt sous une veste usée, avec une petite fille lui serrant fermement la main. « Laisse-moi l'aider », dit-il d'une voix grave et résolue. Lorsque Camille leva les yeux, elle ne se doutait pas que cette rencontre allait tout changer. Camille Moreau ne s'était jamais imaginée PDG d'un empire de l'innovation médicale. Forte de son MBA à Harvard et de son expérience en finance, elle avait prévu de conquérir Wall Street, et non d'arpenter les couloirs stériles de Madame Moreau Medical Innovation. Mais la vie en a décidé autrement lorsque son père, le célèbre neurologue Dr Lawrence Madame Moreau, est décédé subitement dans un accident de laboratoire 3 ans auparavant. Le conseil d'administration s'était tourné vers elle, la directrice financière pragmatique, dotée du regard déterminé de son père, mais sans aucune de ses compétences médicales. À 35 ans, elle est devenue l'une des plus jeunes femmes PDG du secteur des technologies médicales, portant le poids de l'héritage de son père sur des épaules qui semblaient plus fortes qu'elle ne le paraissait parfois. Sous son apparence soignée et sa démarche assurée à travers le siège social en verre de l'entreprise, Camille nourrissait une peur profonde de ne jamais vraiment comprendre le travail de son père, ce brillant esprit médical qui avait sauvé d'innombrables vies grâce à ses recherches révolutionnaires sur la régénération neuronale. Cette peur était restée gérable, confinée au plus profond de son cœur, jusqu'à il y a 2 mois, lorsque la vie de sa fille Léa a basculé à jamais. L'accident de voiture avait été brutal, laissant la jeune fille dynamique de 8 ans avec une grave lésion de la moelle épinière qui la paralysait de la taille aux pieds. Soudain, le monde médical que Camille avait navigué à distance est devenu intensément personnel. Elle avait épuisé toutes ses ressources faisant venir des spécialistes de Johns Hopkins, de la Mayo Clinic et même un expert en régénération neurale de Tokyo, mais leur pronostic restait prudemment pessimiste. Avec une thérapie intensive, elle pourrait retrouver certaines fonctions, disait-il, leurs mots soigneusement choisis révélant les limitations qu'ils n'exprimaient pas directement. Chaque nuit, après que Léa se soit endormie, Camille s'asseyait à côté de son lit, étudiant les rapports médicaux avec la même intensité qu'elle mettait autrefois aux états financiers, à la recherche d'une solution qui semblait de plus en plus insaisissable. Julien Caron traversait la vie avec la confiance tranquille d'un homme qui avait connu triomphe et tragédie. À 39 ans, ses cheveux légèrement longs laissaient apparaître les premiers cheveux gris, acquis au fil d'années de 16 heures de garde en internat de neurochirurgie, puis de nuits blanches passées à soigner sa femme mourante, puis à élever seule leur fille. Autrefois élève vedette du docteur Lawrence Madame Moreau et plus jeune neurochirurgien jamais admis au Massachusetts General Hospital, Julien était promis à une carrière médicale exceptionnelle. Ses mains possédaient cette rare combinaison de précision chirurgicale et de guérison intuitive qui émerveillait les autres médecins. Mais 3 ans auparavant, ces mêmes mains n'avaient pas réussi à sauver la personne qui comptait le plus pour lui, sa femme Émilie, dont le cancer agressif avait progressé malgré ses tentatives désespérées de traitements expérimentaux. Après sa mort, les rumeurs et les accusations de sa famille l'avaient éloigné des prestigieux cercles médicaux de Boston. Il s'était retiré à Portland, emmenant avec lui sa fille Manon, âgée de 6 ans, et avait choisi de travailler dans une petite clinique de réadaptation, où les sourires reconnaissants des patients étaient plus bénéfiques que n'importe quelle reconnaissance professionnelle. La petite fille avait hérité de son intuition médicale, faisant preuve d'une remarquable capacité à établir des liens avec les patients, dépassant parfois même les capacités des professionnels qualifiés. Manon avait développé son propre cabinet médical à domicile, traitant une collection croissante d'animaux empaillés pour des pathologies de plus en plus complexes. Lorsque Julien a lu dans une revue médicale que la fille du PDG de Madame Moreau avait été blessée à la colonne vertébrale, quelque chose a remué en lui, le souvenir des carnets de recherche que le docteur Madame Moreau lui avait confiés avant sa mort, remplis de travaux inachevés sur la régénération de la moelle épinière qui pourrait détenir la clé pour aider cet enfant. La première fois que Camille aperçut Julien Caron dans la chambre d'hôpital de sa fille, son instinct fut d'appeler la sécurité.
Ses vêtements usés et son apparence légèrement négligée ne correspondaient guère aux qualifications impeccables du spécialiste qu'elle avait fait venir de Suisse et du Japon. « Je ne sais pas qui tu es », dit-elle froidement en se positionnant entre l'étranger et le lit de Léa. Julien leva les mains en signe de paix, son calme contrastant fortement avec sa méfiance hérissée. « Je suis le docteur Julien Caron, » dit-il. « J'ai été l'élève et le partenaire de recherche de votre père pendant 7 ans à Masse Générale. » Quelque chose dans sa voix ou une autorité tranquille mêlée de respect sincère fit s'arrêter Camille, cherchant dans son visage une quelconque ressemblance avec les chercheurs du laboratoire de son père dont elle se souvenait. Son nom lui semblait vaguement familier, même si elle ne parvenait pas à le situer dans la constellation de scientifiques qui avaient gravité autour de la brillante carrière de son père. « J'ai lu le cas de Léa dans une revue médicale et je l'ai reconnue comme la petite fille du docteur Madame Moreau, a poursuivi Julien. Votre père m'a confié ses dernières recherches sur la régénération de la moelle épinière avant sa mort. Je pense que cela pourrait aider Léa. » Pourtant, les murs de Camille restaient fermement en place. « Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez réussir là où John Hopkins et la Mayo Clinic ont échoué ?» demanda-t-elle, sa voix portant le ton qui avait poussé les membres du conseil d'administration et les rivaux commerciaux à reculer lors des réunions. Avant que Julien puisse répondre, la petite Manon s'avança de derrière les jambes de son père, serrant contre elle un ours en peluche usé et un stéthoscope en plastique. Avec l'audace innocente que seuls les enfants possèdent, elle se dirigea droit vers le chevet de Léa. « Salut, je m'appelle Manon. Puis-je examiner votre ours ? On dirait qu'il a besoin d'un médecin. » Léa, qui avait à peine parlé à la psychologue pour enfants engagée par Camille, regarda la petite fille avec surprise. Quelque chose dans le naturel de Manon perça la carapace de Léa. Elle hocha légèrement la tête, offrant son lapin en peluche à l'expertise de Manon. « Il s'appelle Hopper », dit doucement Léa, la première information volontaire qu'elle offrait à quelqu'un depuis des jours. Camille sentit son souffle s'arrêter devant cette petite mais significative avancée. Son regard passa de sa fille à Julien, qui observait l'échange avec un sourire entendu. « D'accord, » dit finalement Camille, « tu peux essayer une séance avec ma fille, mais je serai présente tout le temps. » Et au premier signe de détresse, on arrête. Les jours suivants s'installèrent dans un rythme qui devint progressivement le point culminant de la convalescence de Léa. Julien arrivait avec Manon et sa trousse médicale, qui contenait à la fois du matériel de neurostimulation sophistiqué et des bandages colorés pour les peluches des filles. Il abordait le traitement de Léa avec un mélange de rigueur scientifique et de créativité ludique, différent de tout ce que Camille avait observé chez d'autres spécialistes. Là où ils étaient formels et techniques, Julien était chaleureux et engageant. Là où il se concentrait exclusivement sur la condition physique de Léa, il la traitait comme une personne à part entière, dont l'état émotionnel était essentiel à sa guérison. L'aspect le plus remarquable de son approche résidait dans la manière dont il intégrait Manon aux séances de traitement. Pendant que Julien travaillait avec Léa sur des exercices physiques, Manon la faisait participer à des jeux de simulation élaborés qui obligeaient Léa à se concentrer sur différents groupes musculaires. « Le docteur Manon a besoin d'un assistant spécial pour tenir cette lampe de poche très importante », annonçait-elle en positionnant le bras de Léa exactement comme Julien avait essayé de l'encourager. La manière naturelle dont Manon interagissait avec Léa sans la gêne ni la pitié que même les adultes bien intentionnés affichaient souvent créait un environnement où la thérapie devenait un jeu et les progrès médicaux une aventure partagée. Camille, qui avait initialement prévu de surveiller chaque séance avec une vigilance de faucon, se retrouva peu à peu à se retirer dans un coin de la pièce, observant avec stupeur la réaction de sa fille face à cette équipe peu orthodoxe. Il y avait quelque chose de presque magique à revoir Léa rire, même si elle était toujours confinée à son fauteuil roulant. La petite fille, jusque-là renfermée et silencieuse, attendait désormais avec impatience les aventures du jour avec Dr Manon et Dr Julien. Les méthodes de Julien étaient différentes de celles des autres spécialistes. Il combinait une neurostimulation de pointe avec des jeux simples pour enfants, expliquant que les connexions neuronales formées pendant le jeu étaient souvent plus puissantes que celles créées lors d'un exercice physique. Le cerveau ne fait pas la différence entre thérapie et divertissement, a-t-il dit à Camille un après-midi, alors qu'il regardait les filles jouer au docteur avec une rangée de peluches. Il ne connaît que l'engagement et le désengagement.
Laurence l'avait bien compris. Chaque fois qu'il évoquait son père, Camille ressentait une émotion complexe monter en elle, une curiosité mêlée à un chagrin qu'elle n'avait jamais complètement digéré. Elle s'attardait après les séances, posant des questions non seulement sur le traitement de Léa, mais aussi sur le travail de Julien avec son père. Malgré son scepticisme initial, Camille ne pouvait ignorer les améliorations, certes modestes mais significatives, de l'état de Léa. Les examens physiques quotidiens montraient une sensibilité accrue dans ses membres inférieurs, et l'humeur générale de Léa était passée d'une dépression résignée à un espoir prudent. Un après-midi, alors que Julien démontrait un nouvel exercice destiné à renforcer les voies nerveuses des pieds de Léa, un événement remarquable se produisit. Léa sursauta soudain, les yeux écarquillés d'émerveillement. « J'ai senti ça », s'exclama-t-elle en regardant son pied, incrédule. « J'ai senti mon orteil bouger. » Camille se précipita aux côtés de sa fille, observant avec stupeur Léa se concentrer intensément et réussir à produire un mouvement léger mais indéniable de son gros orteil. Ce petit mouvement représentait une immense victoire, le premier mouvement volontaire sous sa blessure depuis l'accident. Les larmes montèrent aux yeux de Camille tandis qu'elle levait les yeux vers Julien. Malgré cette avancée, il gardait son calme professionnel, même si elle pouvait lire la satisfaction dans ses yeux. « Ce n'est que le début, dit-il doucement. Les voies neuronales commencent à se reconnecter. » Léa montra avec enthousiasme son orteil à Manon, et la plus jeune applaudit et acclama comme si Léa venait de remporter une médaille olympique. Julien posa doucement la main sur l'épaule de Camille, un geste bref et compatissant qui en dit long. La salle de conseil de Madame Moreau Médical Innovation avait été le théâtre d'innombrables réunions à enjeux élevés, mais la tension ambiante ce matin-là était sans précédent. Thomas Renaud, directeur de recherche de l'entreprise, qui avait pris la direction scientifique après le décès de Laurence, se tenait devant un écran de projection diffusant des dossiers médicaux et des coupures de presse. « Je me suis senti obligé de vous signaler cela, Camille, dit-il d'une voix empreinte de l'inquiétude habituelle des politiciens d'entreprise. Le docteur Caron a été impliqué dans une enquête médicale sérieuse il y a 3 ans. Le document fait l'état d'une plainte pour faute professionnelle déposée contre Julien, alléguant qu'il aurait utilisé des traitements expérimentaux ayant entraîné le décès d'un patient. Des coupures de presse au titre sensationnel, le traitement expérimental d'un chirurgien renommé se termine en tragédie, était affiché à côté des documents judiciaires. L'affaire avait été réglée à l'amiable et, peu après, Julien avait disparu de la communauté médicale de Boston. Le ton de Thomas était empreint de triomphe, comme s'il avait découvert une fraude dangereuse. Je m'inquiète de la responsabilité de Madame Moreau si nous continuons à l'autoriser à traiter Léa avec des méthodes expérimentales probablement similaires. Camille fixait l'évidence, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Les 2 fois où elle avait vu sa fille progresser sous la surveillance de Julien, elle avait appris à lui faire confiance. Cette révélation lui semblait une trahison personnelle. « Qui était le patient ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Thomas hésita avant de répondre. Sa femme, Émilie Caron. Elle souffrait d'un cancer en phase terminale. Un poids froid pesait sur la poitrine de Camille. La révélation que Julien avait utilisé des traitements expérimentaux sur sa propre femme et l'avait perdue jetait un tout autre éclairage sur son dévouement. Était-il animé par une véritable guérison, ou par un besoin désespéré de se racheter de cette perte à travers Léa? Toute la journée, cette question la hanta, l'empêchant de se concentrer sur ses tâches de PDG. Ce soir-là, elle attendit que Léa s'endorme avant de confronter Julien chez elle. Elle posa le dossier sur la table basse entre eux, observant son visage tandis qu'elle prenait conscience de sa situation, puis qu'une profonde tristesse s'installait. « Tu comptais me le dire un jour ?» demanda Camille en s'efforçant de garder une voix ferme. Julien regarda le dossier, puis la regarda de nouveau. « Oui, dit-il simplement. Quand j'ai senti que tu étais prête à l'entendre. »« Prêt ? Vous traitez ma fille avec des méthodes expérimentales, et vous ne pensiez pas que j'avais besoin de le savoir. Vous avez fait l'objet d'une enquête pour le décès d'un patient. » Julien ne broncha pas, même si elle voyait la douleur que ses paroles provoquaient. Émilie était mourante au glioblastome de stade 4. Les traitements conventionnels avaient échoué,
et elle s'est portée volontaire pour un protocole expérimental basé sur les recherches de votre père. Il marqua une pause, la voix posée malgré la gravité de sa confession. Elle connaissait les risques. Nous les connaissions tous les deux. Mais sa famille n'a pas pu l'accepter à sa mort, il fallait trouver un coupable. Il regarda Camille droit dans les yeux. Ton père m'a soutenu. Il a témoigné que le traitement était judicieux, que la mort d'Émilie était due à la progression de la maladie, et non à mes soins. L'affaire a été classée, mais ma réputation était déjà ruinée. Malgré la compréhension de son explication, Camille sentit que quelque chose de fondamental avait été brisé dans leur confiance naissante. Le lendemain matin, elle appela une clinique zurichoise réputée, spécialisée dans les traitements expérimentaux de la colonne vertébrale. L'établissement suisse représentait tout ce que l'approche de Julien n'était pas, institutionnelle, méthodique, abondamment documentée et évaluée par des pairs. Leur méthode manquait de la touche personnelle et de l'intelligence intuitive dont elle avait été témoin, mais elles étaient également exemptes de l'ombre des tragédies passées et du risque de protocoles non testés. En quelques jours, des dispositions furent prises pour transférer Léa en Suisse pour un programme intensif de 3 mois. Lorsque Julien arriva pour leur séance prévue et apprit sa décision, son attitude professionnelle se brisa pour la première fois. « Tu fais une erreur », dit-il d'une voix basse et pressante, tandis qu'il discutait dans le couloir devant la chambre de Léa. La régénération neuronale ne se fait pas comme appuyer sur un interrupteur. C'est un processus lent et délicat. L'interrompre maintenant pourrait la faire reculer considérablement. Son regard était d'une intensité qui rappelait à Camille les moments les plus passionnés de son père, défenseur de la médecine. Les protocoles de stimulation que nous avons mis en place créent de nouvelles voies neuronales. Si on les perturbe, elles risquent de ne plus jamais se reconnecter comme avant. Camille est restée ferme, forte de la certitude née d'une action décisive. La clinique de Zurich dispose d'installations de pointe et de taux de réussite avérés. Leur approche a fait ses preuves. Julien sembla sur le point d'insister, puis s'arrêta et hocha lentement la tête. « Je comprends que tu fasses ce que tu penses être le mieux pour Léa. » Sa démission fit hésiter Camille un instant, mais elle repoussa le doute. Julien s'agenouilla près de Léa et lui expliqua gentiment qu'elle allait faire un voyage spécial pour renforcer ses jambes. Les yeux de Léa se remplirent de larmes lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait. « Mais qu'en est-il de Manon ? » « Notre hôpital, demanda-t-elle, faisant référence à la pratique élaborée qu'elle avait mise en place pour ses peluches. Julien promit que Manon resterait en contact et que les patients seraient en sécurité jusqu'à son retour. En guise de cadeau d'adieu, Manon remit à Léa son doudou préféré, le docteur Gaufre, pour qu'elle l'emmène en Suisse. Il s'y connaît en médecine, expliqua-t-elle, il pourra donc dire au médecin comment vous aider. La confiance innocente dans la voix de Manon faillit briser la résolution de Camille. Ce soir-là, Julien retourna à son hôtel avec Manon, se préparant à quitter Portland le lendemain. Au lieu de faire ses bagages, il étala les carnets de recherche de Laurence Madame Moreau sur le bureau et se mit à les étudier avec une intensité renouvelée, en quête d'une intuition qui aurait pu convaincre Camille de poursuivre son traitement, s'il l'avait formulé avec suffisamment de clarté. Le jour du départ arriva avec l'efficacité qui caractérisait tous les plans de Camille. Le jet privé était plein et attendait, l'équipe de transport médical était prête, et les valises de Léa étaient prêtes pour 3 mois à la clinique suisse. Ce que Camille n'avait pas prévu, c'était le repli émotionnel total de sa fille à la porte d'embarquement. Léa serrait le docteur Waffle contre sa poitrine et refusait de quitter son fauteuil roulant. « Je ne veux pas y aller, » dit-elle d'une voix faible mais déterminée. « Je veux rester avec le docteur Julien et Manon. » L'équipe de transport échangea des regards gênés ou habitués à gérer des patients réticents, mais hésitant à gérer la défiance d'un PDG. Camille s'agenouilla près de sa fille, utilisant ce ton doux mais ferme qui lui convenait habituellement. « Ma chérie, les médecins en Suisse ont un équipement spécial qui peut t'aider à remarcher. Tu ne veux pas ça ? » La réponse de Léa était d'une simplicité déchirante. Le docteur Julien m'aide déjà à marcher. J'ai bougé mes orteils hier. Et Manon a dit que je bougerais mon pied ensuite. Sa logique enfantine contenait une vérité indéniable,
rendant la décision prudente de Camille froide et clinique. Sa fille n'était pas un cas médical, c'était une petite fille qui avait noué un lien thérapeutique avec un autre enfant et son père. Camille ressentit un serrement de cœur en réalisant à quel point Julien et Manon s'étaient intégrés au rétablissement de Léa, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle tenta une fois de plus de convaincre sa fille d'embarquer lorsqu'une hôtesse de l'air s'approcha avec un petit paquet pour Léa. À l'intérieur se trouvait un dessin d'enfant de Manon, deux fillettes se tenant la main, debout avec un grand sourire, l'empreinte rouge de la main de Manon dans un coin. Cette illustration simple reflétait ce que tous les rapports médicaux avaient manqué, l'aspect humain de la guérison, le pouvoir de l'amitié, l'espoir et le rétablissement. Le colis contenait également une note adressée à Camille, de la main précise de Julien. Dans son dernier carnet, Laurence écrit que la guérison se produit à la croisée de la science et de l'espoir. Léa a désormais les deux à sa portée. Ces mots interrompirent les raisonnements de Camille. Son père avait compris quelque chose qu'elle avait presque oublié, la guérison est autant une affaire de cœur que de corps. Assise dans le terminal privé, elle se souvenait d'une conversation avec son père des années plus tôt. Les plus grandes avancées médicales ne sont pas le fruit du respect de protocoles établis, avait-il dit. Elles viennent de quelqu'un qui a le courage d'emprunter une voie différente quand les chemins habituels ne mènent nulle part. Elle regarda sa fille, toujours serrée contre elle, le docteur ouaflait le dessin, et comprit qu'elle était à la croisée des chemins. Elle pouvait choisir l'approche institutionnelle et sûre, ou faire confiance aux médecins non conventionnels qui avaient déjà montré plus de progrès avec Léa que n'importe quel spécialiste qu'elle avait consulté. Le passé de Julien était compliqué par une tragédie, mais son travail actuel avec Léa était indéniablement efficace. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et passa un appel qui allait tout changer. Julien répondit à la première sonnerie, comme s'il attendait. « Ne quitte pas Boston, dit-elle simplement. Nous n'irons pas en Suisse. » La porte du laboratoire privé de Laurence Madame Moreau n'avait pas été ouverte depuis sa mort, 3 ans plus tôt. Camille l'avait conservée telle qu'il l'avait laissée, en partie par respect, en partie parce qu'y pénétrer était trop douloureux. À présent, utilisant sa carte magnétique, elle déverrouilla la porte. Le léger sifflement du système de ventilation remis en marche semblait insuffler la vie au fantôme. Julien se tenait à côté d'elle, l'expression solennelle et compréhensive. « Je ne suis pas venu ici depuis. » commença-t-elle, sans avoir besoin de terminer sa phrase. Julien hocha la tête. « Je m'en souviens bien. Laurence travaillait ici jusqu'à l'aube, surtout quand il était sur le point de faire une découverte. » La familiarité dans sa voix rappela à Camille que Julien avait probablement passé autant d'heures dans cette pièce avec son père qu'elle, peut-être plus, étant donné l'intensité de leur partenariat de recherche. Le laboratoire était à la pointe de la technologie, doté d'équipements à faire pâlir d'envie n'importe quel hôpital de recherche. Mais ce sont les petites attentions personnelles qui ont serré la gorge de Camille, la tasse à café de son père toujours sur le bureau, une photo d'elle et Léa épinglée sur un tableau d'affichage, un petit mot à moitié écrit de son écriture si particulière. L'espace d'un instant, le chagrin qu'elle avait géré avec brio pendant 3 ans menaça de la submerger. Julien sembla le sentir, lui laissant de l'espace tandis qu'il examinait tranquillement le laboratoire, son regard scrutant l'environnement familier avec un mélange de nostalgie et d'évaluation professionnelle. Elle se dirigea vers le terminal informatique principal et saisit son code de dérogation. Tout ce sur quoi mon père travaillait est toujours là, dit-elle en s'écartant pour laisser Julien accéder au système. Termine ce qu'il a commencé. Ces mots étaient simples, mais empreints d'une profonde confiance, non seulement dans les compétences médicales de Julien, mais aussi dans son lien avec la vision de son père. Durant les 3 semaines suivantes, Julien travailla sans relâche dans le laboratoire de Laurence, collaborant avec une petite équipe de chercheurs de confiance de Madame Moreau, tenue au secret du projet. Thomas Renaud avait été délibérément exclu de ce cercle restreint où une décision que Camille savait susceptible d'avoir des répercussions politiques au sein de l'entreprise, mais qu'elle jugeait nécessaire pour protéger l'intégrité des travaux. Le protocole de régénération neuronale qu'ils ont développé combinait des éléments des recherches originales de Laurence avec les améliorations apportées par Julien et quelques informations surprenantes tirées des carnets, qu'aucun d'eux n'avait pleinement perçues auparavant.
C'est comme avoir à nouveau des conversations avec Laurence, commenta Julien un soir alors qu'il décodait un passage particulièrement énigmatique des notes de recherche. Il écrivait toujours en partant du principe que le lecteur comprenait déjà la moitié de ce qu'il pensait. Camille sourit, reconnaissant le style de communication de son père direct, assuré et un brin énigmatique dans tous les aspects de sa vie. Ces moments de compréhension mutuelle pour Laurence ont créé un lien inattendu entre elles, un lien forgé par leur admiration mutuelle pour un esprit brillant qu'elles avaient aimé chacune de leur côté. Léa et Manon sont devenues des clientes régulières du laboratoire, Manon prenant très au sérieux son rôle d'assistante médicale junior. Elle tenait un petit carnet où elle notait consciencieusement les progrès de Léa avec une écriture enfantine. Léa a remué 3 orteils aujourd'hui, et ses jambes ont eu des picotements, ce qui, selon papa, est une bonne nouvelle. Ce qui avait commencé comme une relation médecin-patient s'est transformé en une véritable amitié entre les filles, le parcours médical de Léa devenant une aventure partagée plutôt qu'une lutte isolée. Camille se surprit à passer plus de temps au laboratoire que dans son bureau de PDG, fascinée par le travail qui se déroulait sous ses yeux. Pour la première fois, elle commença à comprendre l'excellence scientifique qui avait guidé la carrière de son père non pas comme un simple concept abstrait, mais comme un processus concret de découverte et d'innovation dont elle pouvait être témoin. Elle comprit que Laurence était le génie théorique, le penseur visionnaire capable de conceptualiser des approches entièrement nouvelles en médecine neurologique, tandis que Julien était le praticien, le chirurgien doté de la rare capacité à traduire la théorie en traitement réalisable. Ensemble, ils formaient une équipe complémentaire qu'aucun d'eux n'aurait pu reproduire seul. Un soir, alors qu'ils examinaient les derniers résultats d'analyse montrant une activité neuronale prometteuse dans la partie inférieure de la colonne vertébrale de Léa, Camille réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Julien n'était plus seulement le médecin de sa fille ou le protégé de son père, il était devenu un partenaire dans ce parcours, quelqu'un dont elle respectait l'esprit et admirait la compassion. Lorsque leurs mains se sont accidentellement touchées alors qu'elles cherchaient la même tablette, aucune d'elles ne s'est immédiatement éloignée. Ce bref contact a suscité une prise de conscience qui allait au-delà de la collaboration professionnelle, la reconnaissance d'un objectif commun et d'un lien personnel croissant. « Merci, dit-elle doucement, de ne pas avoir abandonné Léa alors que j'étais sur le point de le faire. » La réponse de Julien fut tout aussi calme. « Laurence m'a dit un jour que les Madame Moreau n'abandonnent pas. Elles font juste parfois des détours avant de trouver le bon chemin. » La douce taquinerie dans sa voix fit sourire Camille, reconnaissant l'humour ironique de son père dans l'observation. La veille de l'intervention majeure de Léa, Camille trouva Julien encore au travail au laboratoire, effectuant les simulations finales. Elle lui apporta un café et s'assit à côté de lui, tous deux observant les schémas de cartographie neuronale sur l'écran. « Je te fais confiance, dit-elle simplement. Non pas parce que mon père l'a fait, mais parce que j'ai vu comment toi et Manon avez redonné espoir à Léa. » 3 mois après l'arrivée de Julien Caron dans leur vie, Léa Madame Moreau fit ses premiers pas. Ce furent de petits mouvements hésitants, soutenus par le déambulateur spécialisé conçu par Julien, mais c'était indéniablement des pas, son cerveau communiquant avec succès avec des muscles silencieux depuis l'accident. Un petit public dans la salle de kinésithérapie où Camille, Julien, Manon et 2 chercheurs de Madame Moreau a applaudi à tout rompre. Manon a sauté de joie en scandant « Tu l'as fait. Tu l'as fait. » Camille était incapable de parler à cause de ses larmes. Julien gardait son calme professionnel, surveillant attentivement les mouvements et les signes vitaux de Léa, mais la fierté était palpable dans ses yeux. « Souviens-toi, dit-il doucement à Léa, ce n'est que le début. Ton cerveau réapprend à communiquer avec tes jambes. Ça va prendre du temps et beaucoup de pratique. » Léa hocha la tête solennellement, puis esquissa un large sourire. « Manon peut m'aider à m'entraîner ? C'est une très bonne médecin. » Ce soir-là, Camille organisa un petit dîner de célébration chez elle. C'était la première fois que Julien et Manon étaient invités dans son espace personnel en tant qu'invités plutôt qu'en tant que soignants. La facilité avec laquelle il s'intégrait à son univers la surprit, Manon explorant la chambre de Léa avec des exclamations ravies à chaque nouvelle découverte, Julien admirant les détails architecturaux de la maison historique de Béconville avec une appréciation sincère,
contrairement à l'appréciation calculée qu'elle avait l'habitude de voir de la part de ses associés. Pendant que les enfants jouaient à l'étage, Camille et Julien étaient assis sur la terrasse surplombant Boston, les lumières de la ville commençant à scintiller tandis que le crépuscule tombait. « Nous créons la fondation Laurence Madame Moreau », annonça-t-elle en sirotant son vin. Elle se consacrera à la recherche et au traitement en régénération neurale pédiatrique. Je vous propose d'en être le directeur médical. Julien parut surpris. Et ma réputation? La polémique? La question était pertinente. Il avait passé 3 ans à vivre avec l'ombre professionnelle projetée par la mort d'Émilie et le procès qui avait suivi. Malgré sa réhabilitation devant les tribunaux, la communauté médicale avait une longue mémoire des controverses. Camille sourit, l'assurance d'une PDG ayant surmonté d'innombrables défis professionnels transparaissant dans son expression. Je pense que sauver la fille du PDG est une excellente façon de restaurer sa réputation. De plus, le conseil médical a examiné le dossier de votre femme la semaine dernière et a officiellement blanchi votre réputation. Il semble que mon père ait laissé des notes détaillées justifiant votre approche thérapeutique. Elle ne lui avait pas parlé du travail en coulisses qu'elle avait effectué, usant de son influence considérable pour obtenir une réévaluation équitable de l'affaire qui l'avait contraint à quitter Boston. Votre travail avec Léa mérite d'être porté à la connaissance d'autres enfants. La Fondation vous donnera la tribune et les ressources nécessaires pour y parvenir. Certaines histoires se terminent par des déclarations dramatiques ou des moments qui changent une vie, mais la véritable guérison des corps, des cœurs et des familles se produit dans les moments de calme entre ces moments dramatiques. Cela se produit lorsqu'une petite fille remue l'orteil pour la première fois depuis des mois. Cela se produit lorsqu'un PDG apprend à faire confiance à quelqu'un arrivé à l'improviste en vêtements usés, mais porteur de l'héritage scientifique de son père. Cela se produit lorsqu'un médecin trouve la rédemption d'un passé qu'il n'a pu changer grâce à un avenir qu'il peut contribuer à créer. Et cela se produit chez une enfant comme Manon, qui ne voyait aucune différence entre soigner des peluches et aider un véritable ami à remarcher. 1 an après leur première rencontre, Léa montait seule sur scène lors du gala inaugural de la Fondation Madame Moreau, d'un pas assuré et assuré, présentant ses héros, le docteur Julien et le docteur Manon. Dans le public, Camille observait, le cœur rempli de la conviction que la guérison commence parfois par un geste simple, « Laissez-moi l'aider ».